Vous le savez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI, une heure de décryptage en toute liberté. On est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Dans notre vie politique, il ne faut pas être borné. D'ailleurs, il n'y a plus de bornes, de réforme borne. Souvenez-vous, en 2023, la Première ministre a forcé la main à l'Assemblée pour faire passer sa réforme des retraites. Aujourd'hui, la voilà qui propose de la suspendre. La réforme est donc mise à la retraite à 22 mois. Elisabeth Borne, la bonne élève, technicienne froide, découvre les vertus du repentir. Mais au moment où plus personne n'écoute, elle n'a pas changé d'avis, mais elle a changé d'époque. Le 49.3 appartient à l'ancien monde, celui où un gouvernement croyait encore pouvoir décider seul. Et dans le vacarme d'un pays fatigué, on croirait presque entendre Elisabeth Borne murmurer à la France d'une voix blanche « Si tu reviens, j'annule tout ». Ça n'arrive qu'en France. Alors, pour parler de tout ça sur ce plateau inouï, Christophe Barbier, vous êtes en apnée, Christophe. Oui, Sébastien Lecornu veut systématiquement parler pendant En toute liberté. Oui, je crois que c'est un signe qu'il aime beaucoup l'émission. Et voilà, parce on va qu'on annonce dans la effectivement Constitution. Une prise de parole du Premier ministre démissionnaire qui finalement fait un... Il est missionné. Missionné, Oui. Démissionnaire, mais missionné, tant que c'est pas en position du... Bon, bref. Voilà, on est Guillaume Oda, vous êtes chroniqueur... Non, vous êtes journaliste, pardon, avec tout ça, on ne sait plus où on habite. Journaliste. Vous êtes journaliste, oui, effectivement. C'est vrai, Guillaume, j'ai une ça fait carte du de bien de presse. le rappeler. De presse 2025, il est là. David Lhomme, vous êtes Journaliste aussi. vous journaliste au Monde, grand reporter au Monde, et vous êtes un peu spécialiste d'Emmanuel Macron, et on va en parler de ce qui doit bien pouvoir se passer dans la tête d'Emmanuel Macron. Vous lui avez consacré un livre. Voilà. Vous avez consacré un livre, Le traître et le néant. Donc, cette prise de parole de Sébastien Lecornu à 9h30, qu'est-ce que ça veut encore dire, Christophe ? Vous, peut-être aussi, David Lhomme, vous avez peut-être des informations ou en tout cas des choses à nous expliquer, Christophe ? Le Premier ministre, donc missionné, est au milieu de ses consultations. Il a 48 heures, il doit terminer ce soir. S'il prend la parole, c'est qu'il a quelque chose à mettre sur la table. Comme Elisabeth Borne a annoncé qu'elle sacrifiait son enfant, la réforme des retraites, eh bien, on peut penser qu'il va mettre ça sur la table. Attention, il va chercher du donnant-donnant. Il va dire, la gauche voulait deux choses sur la méthode, l'abandon du 49.3. Je l'ai abandonné vendredi dernier. Sur le fond, l'abrogation de la réforme des retraites. Je la mets sur le tapis. On peut pas l'abroger, mais on peut la suspendre, la corriger. En revanche, il va demander, en échange, que le PS s'engage à une forme de non-censure sur le futur gouvernement, que le PS s'engage à la raison fiscale, parce qu'il faut quand même faire des économies pour être dans les clous budgétaires. Bref, que le coût économique de cet acquis social qui s'appelle la retraite à 62 ans, eh bien, que ce coût économique soit financé par le futur gouvernement. Mais ça va coûter un pognon de dingue, comme aurait dit le président. On a eu le chiffrage de Bercy Ouais. par le service politique de LCI TF1. Ouais. C'est assez faible. 500-600 millions sur l'année 2026, 3 milliards sur l'année 2027. Christophe, on est C'est un chiffrage politique. on a un trou de 3500 milliards. C'est un chiffrage politique. D'accord. C'est pour dire, vous voyez, si on fait une concession sur la réforme des retraites, c'est sûr que c'est une perte et un manque à gagner, mais c'est pas non plus des centaines de milliards. Donc, on peut les trouver ailleurs. On peut donner cette concession idéologique au PS, tout en restant dans les clous arithmétiques d'un budget qui serait acceptable à Bruxelles. C'est le chemin très étroit que cherche Sébastien Lecornu, qui va provoquer une double crise. La droite va hurler. Une partie des macronistes vont dire on se renie, c'est pas possible, on peut pas voter ça. Ils Et le puis font surtout, d'ailleurs. Il y a ils le font Louis déjà. Osalter qui a publié une boucle des WhatsApp macronistes. des macronistes qui s'empaillent à tire-larigot. Mais pour eux, c'est un totem, donc c'est difficile. Et puis surtout, il y aura la tempête extérieure, les marchés financiers, Bruxelles, les pays avoisinants. La France cigale, la France mauvais élève de l'Europe, ça va commencer à bien faire hors de nos frontières. Bien sûr. Juste, on va lire la citation d'Elisabeth Borne, ce qu'elle a exactement dit aux Parisiens hier soir. Mais si c'est la condition de la stabilité du pays, on doit examiner les modalités, les conséquences concrètes d'une suspension jusqu'au débat qui devra se tenir lors des prochaines élections présidentielles. Chaque mot compte, hein. Modalité et conséquences, donc il faut chiffrer tout ça et puis compenser. Et puis, c'est une suspension, donc en 2027, on repart à zéro. Christophe, Gérard, Fabrice, vous qui êtes des fins connaisseurs de la vie politique française, est-ce que Elisabeth Borne peut faire une sortie comme ça sans l'autorisation d'Emmanuel Macron ? Je me tourne vers les spécialistes de la tête de Macron, non. D'autant que toute la première partie de l'interview, c'est pour dire pas de démission de Macron, nous sommes avec le président, donc elle est dans la continuité. Enfin, de ce qu'on avait retiré de notre très longue enquête sur la Macronie, Emmanuel Macron lui-même, je pense que
la seule chose que l'on peut dire concernant Emmanuel Macron lui-même et ce qu'il est en train de faire, de préparer ou pas, c'est que personne ne peut le savoir, parce que c'est l'un des problème majeur de son double quinquennat, c'est quelqu'un qui n'écoute, j'allais dire, que lui. Voilà, qui n'est que sur lui, qui n'écoute que lui, qui n'agit qu'en fonction de ses propres intérêts et qui ne reçoit pas, on va dire, les conseils qui pourraient lui être donnés, qui n'écoute pas, il n'est pas dans l'écoute. Et donc, mais il parle, il peut demander qu'on parle en son nom et qu'on annonce des choses. Bien sûr, il peut demander, il a déjà demandé beaucoup de choses, mais il faut savoir qu'il est déjà de moins en moins entendu. Évidemment, son poids politique ne cesse de décroître au fil de ses erreurs et on va dire l'évolution du quinquennat. Et par ailleurs, c'est vrai que là, aujourd'hui, on voit que ses marges de manœuvre sont de plus en plus réduites. Après, on ne peut pas faire de prospective, surtout avec un personnage comme celui-là. Bonjour Yann Brossat. Merci de passer sur le plateau dans toute liberté. Vous êtes sénateur PCF. Alors, ce nouveau coup de tonnerre, là, quelle semaine, hein, on se croirait dans les feux de l'amour. Ce nouveau coup de tonnerre, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une reddition, c'est une main tendue. C'est une belle démonstration, en tout cas. Ça montre qu'on ne dirige pas un pays contre lui-même. Souvenez-vous quand même, on a eu des manifestations monstres contre la réforme des retraites. On a eu des grèves extrêmement importantes contre cette réforme des retraites. Madame Borne nous a expliqué sur tous les tons que jamais il ne serait possible de revenir sur la retraite à 64 ans. Elle a dit que cette mesure était absolument indispensable. Et sous la pression populaire, elle finit par craquer. Et donc maintenant, j'ai hâte d'entendre le Premier ministre démissionnaire reprendre à son compte la position de Madame Borne. Mais en tout cas, c'est un très bel encouragement à se mobiliser, parce qu'on nous a beaucoup dit ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de se mettre en grève, ça ne sert à rien de faire des manifs, de toute façon on passe en force. À un moment donné ça craque et on en a la preuve. Christophe, à un moment donné ça craque ? Oui, on voit bien que cette réforme, elle était juridiquement totalement légitime. Il y a eu un débat, un 49.3, une motion de censure rejetée, et politiquement faible, puisqu'en effet, les syndicats, les mobilisations populaires, les partis de gauche n'ont jamais lâché. Alors, ça sera un élément phare du débat présidentiel de 2027. L'abrogation, le retour au système ancien, c'est pas pour maintenant. Là, on parle de suspension. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà vu cette réforme s'appliquer, ça ne change rien pour eux. En revanche, ceux qui devaient y entrer, ils bénéficient de la clause du grand-père. C'est une expression consacrée pour prendre sa retraite. Ceux-là, ne seront pas touchés par l'application de cette réforme. Ça sera délayé, dilué dans le temps, repoussé. Attention, il y avait beaucoup de gagnants aussi dans cette réforme. Sur les petites retraites, sur l'égalité homme-femme, il y avait des améliorations pour des tas de Français. Alors il faudra et c'est le mot modalité qu'est l'emploi, il faudra préserver le bon et enlever le douloureux. L'enlever provisoirement, parce qu'encore une fois, il y aura la tempête des marchés financiers, de l'Europe, de tous ceux qui nous regardent avec sévérité, et puis surtout, il y aura le débat présidentiel. Donc en 2027, il y a des candidats qui diront on revient à la réforme Borne, d'autres qui diront non, on va plus loin, on fait 67 ans, 69 ans, puis d'autres qui diront non, on va à 60 ans. C'est ce qu'on a entendu longtemps au RN et ce qu'on entend à LFI. Donc on aura un débat majeur à ce moment-là. Yann Brossat, est-ce que c'est suffisant, cette suspension pour que vous ne censuriez pas le gouvernement ? Non, évidemment non. Et en l'occurrence, ce que j'attends du Premier ministre démissionnaire, c'est qu'il fasse la seule chose qu'il a à faire, c'est-à-dire lâcher les clés de Matignon, parce qu'il n'a aucune légitimité pour être Premier ministre, et que le président de la République, enfin, respecte le verdict des urnes des dernières élections législatives, nomme un Premier ministre de gauche qui aura comme première tâche de faire voter un budget et qui envoie immédiatement des signaux de rupture, bien sûr. Revenir sur la réforme des retraites Borne, mais aussi permettre plus de pouvoir d'achat pour les travailleurs, et notamment les travailleurs modestes, mettre en œuvre des mesures de justice fiscale. Tout ça me paraît indispensable. D'ailleurs, je suis quand même un peu surpris que les mêmes qui nous disent on a des problèmes de dette absolument incommensurables soient ceux qui refusent de lever de nouvelles recettes lorsqu'il s'agit de les prélever du côté des grosses fortunes par le biais de la taxe Zuckman notamment. Christophe. Yann Brossat, si ce Premier ministre de gauche que vous appelez à Matignon est vraiment de gauche, c'est-à-dire ancré dans le Front populaire, s'il est par exemple communiste ou socialiste, il aura très vite une majorité de censure contre lui. Est-ce que vous accepteriez qu'avec abandon du 49.3, suspension de la réforme Borne, un Premier ministre de centre-gauche, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément dans un des partis, mais qui soit d'une famille intellectuelle de gauche, est-ce que vous l'accepteriez comme Premier ministre ?
Je trouve quand même un peu curieux qu'on envisage de nommer un Premier ministre, vous dites de centre-gauche, en réalité quelqu'un qui n'aurait aucune espèce de légitimité populaire, qui n'aurait été élu par absolument personne. Non, on a besoin d'un Premier ministre de gauche qui mette en œuvre des mesures qui sont soutenues par 3/4 des Français. 3/4 des Français sont favorables à la taxe Zuckman. 3/4 des Français sont favorables à ce qu'on revienne sur la réforme Borne. Une grande majorité de Français considèrent qu'il n'est pas normal de verser chaque année 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises sans contrepartie. Et donc, dès lors qu'on mettra en œuvre des mesures qui sont très largement soutenues par les Français, chaque parlementaire sera placé face à ses responsabilités. Les macronistes ne peuvent pas dire d'un côté « notre pays a besoin de stabilité » et dégainer la censure tous les 4 matins. Le Rassemblement national ne peut pas dire tous les matins qu'il est favorable à la justice sociale et voter contre la taxe Zuckman. À un moment donné, chacun sera placé face à ses contradictions. Donc Glucksmann, Cazeneuve, pour vous, ils sont illégitimes. Ils n'ont pas été élus sur ce programme. Mais en réalité, je me fous un peu du nom du Premier ministre, dès lors qu'il met en œuvre une politique qui est une politique de rupture par rapport à la politique qu'on a connue depuis 8 ans. Simplement, je trouve un peu curieux qu'on aille chercher Bernard Cazeneuve, qui n'a jamais été candidat aux dernières élections législatives. Donc tout ça me paraît un peu bizarre. J'entends bien que son nom réapparaît à chaque fois, mais en réalité, tout ça me semble curieux. Non, je pense qu'on a besoin d'un Premier ministre qui est issu des rangs de ceux qui, de fait, sont les plus importants au sein de l'Assemblée nationale, d'autant plus que le socle commun, lui, a explosé. Le premier bloc aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est celui du nouveau Front populaire, issu des dernières élections législatives. Et c'est donc en son sein qu'on doit trouver quelqu'un qui puisse être le Premier ministre, qui mettra en œuvre la politique que j'ai indiquée. Merci beaucoup Yann Brossard d'être passé sur le plateau dans toute liberté. On écoute maintenant le ministre démissionnaire de l'économie et des finances, qui a donc été ministre 14 heures, sur France Inter ce matin. Je suis intimement persuadé, au jour d'aujourd'hui et vu l'urgence, qu'il y a des voies de passage, mais il ne faut pas se leurrer. Quelle que soit la manière dont on modifie la réforme des retraites, ça va coûter beaucoup d'argent. Et donc moi, en tant que ministre des Finances, mon rôle, c'est de dire à ceux qui négocient, si vous avez des plus, il va falloir mettre des moins devant, parce qu'au total, il va quand même falloir équilibrer tout ça. Alors voilà, c'était Roland Lescure ce matin sur France Inter. Guillaume, est-ce que c'est seulement possible de suspendre la réforme des retraites ? Techniquement, c'est pas impossible, c'est même faisable, et en réalité, c'est d'ores et déjà envisagé par les fonctionnaires de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. On a déjà commencé à réfléchir très concrètement à cette éventualité. En gros, comment est-ce qu'on modifie ou alors on adapte l'outil informatique à un tel scénario, sachant qu'on pourra évidemment pas tout arrêter du jour au lendemain. La réforme, vous l'avez dit Christophe, elle a commencé déjà à s'appliquer avec l'allongement progressif de 3 mois par an jusqu'en 2030, depuis le 1er septembre. Lorsqu'on part à la retraite, l'âge légal, c'est 62 ans et 9 mois. On va dire que quand vous êtes dans le dispositif, c'est mort, c'est enterré, c'est fini. Vous êtes compris dans cette retraite, il n'y aura pas de retour en arrière. En revanche, pour 63 ans au 1er janvier, c'est imaginable de figer. Et d'ailleurs, le Premier ministre a demandé effectivement au ministère de l'économie de se pencher sur les chiffres. 500 millions pour ce qui concerne 2025 et puis 3 milliards pour ce qui concerne 2026. Ça veut dire qu'on est capable de figer, que tout ça a un coût, que techniquement c'est déjà envisagé par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et que le grand débat aura lieu en effet en 2027. Merci Guillaume. Alors après la démission de Sébastien Lecornu et tout ce qui s'en est suivi cette semaine, le président apparaît seul, coupé de tout, enfermé à l'Élysée pendant que son camp se délite. C'est plus seulement une crise politique, c'est une crise de pouvoir. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, vous l'avez décrit dans Le traître et le néant. Le macronisme, c'est Macron, et le macronisme mourra avec Macron. Est-ce qu'on y est ? Est-ce que c'est une ambiance de fin de règne ? Sans vouloir jouer les prophètes ou les visionnaires, pour comprendre Macron, il faut en fait ce qu'on a essayé de faire. Interroger tous ceux qui l'ont fréquenté depuis ses débuts. Oui, parce que vous avez pas eu accès à lui, mais vous avez il n'a pas souhaité vous rencontrer. Oui, il n'a pas souhaité vous rencontrer, mais vous avez parlé à une centaine de personnes qui le connaissent très bien. Près de 200 personnes qui le connaissent bien, mais c'était en 2021. Et à l'époque, c'était son premier mandat, et ces gens-là déjà qui étaient autour de lui racontaient le Macron qu'ils ont connu et qui explique aujourd'hui le Macron qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, comme disait Fabrice, c'est une sorte de narcisse.
brillants, qui se regardent, mais qui ne regardent pas forcément les autres. Et à l'époque, il était quand même entouré à l'Élysée de gens qui pouvaient le contredire ou tout au moins influer sur ses décisions. Je pense à Philippe Grandjean, par exemple, qui était un conseiller important pour lui. Là, aujourd'hui, il est seul à l'Élysée, entouré de gens qui sont soit des courtisans, soit des opportunistes. Je pense à des conseillers de l'ombre comme Pierre Charon, ou des gens qui sont à côté de lui comme Bruno Roger-Petit, qui le suivent depuis longtemps. Ces gens-là ne s'opposent en rien à lui et même sont des gens qui murmurent à son oreille des conseils qui ne sont pas forcément les meilleurs. On pense à la dissolution récente. Donc aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que si on prend un point de recul, et je me mets à la place des Français parce que moi aussi, la retraite, on peut commencer à l'envisager, l'âge qui change constamment, les opinions des uns et des autres, bornes à qui on tord le bras pour qu'elle revienne sur sa retraite, etc., c'est un foutoir. Vous croyez qu'on lui tord le bras, oui, oui. Je pense qu'elle s'est battue, elle a imposé un 49.3 sur une retraite, quitte à en prendre vraiment plein la figure. Je pense pas qu'elle revient dessus Alors, il y en a deux qui sont pas à la retraite pour l'instant, c'est les deux micros qui attendent Sébastien Lecornu sur le perron de Matignon. Guillaume, qu'est-ce que vous vouliez dire, vous ? Non, mais j'avais une question à vous poser vraiment dans le sens de ce que vous soulevez, mais comment est-ce que vous expliquez en réalité, à travers l'enquête que vous avez faite, que finalement, et on le voit là, Emmanuel Macron se comporte en chef d'une majorité parlementaire qui n'existe pas en réalité. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'en fait, il n'a pas confondu son rôle avec celui d'un Premier ministre ? Mais ça, je pense que ça a été le cas depuis le début, dès son élection. C'est un homme qui est très sûr de son intelligence et quelque part on peut le comprendre parce que tous les protagonistes qu'on a pu rencontrer ont dit que quand ils ont côtoyé cet homme, ils ont été frappés par sa rapidité d'esprit, ses capacités d'analyse, de synthèse, etc. Ça fait l'unanimité. Mais il y a un moment, lorsqu'on est effectivement très intelligent, et c'est son cas, on en vient à penser que on peut tout faire tout seul. Et il a eu cette conception de l'exercice du pouvoir dès le départ. Édouard Philippe, d'ailleurs, l'a raconté après être parti. À la fois président et Premier ministre. Mais tout à fait. À la fois. Mais tout à fait, puisqu'il pense qu'il fait mieux que les autres. Et je pense que dans certains domaines, ça a sans doute été le cas, dans sa vie notamment professionnelle. C'était un étudiant brillant, ça a été un banquier d'affaires qui a réussi, qui a gagné beaucoup d'argent, etc. Il a réussi ce hold-up formidable en 2017 quand même. Il a bluffé tout le monde. Il n'avait aucune expérience politique. Il venait, je l'ai dire, de nulle part, avec un concept un peu fumeux de droite et de gauche, et il gagne la présidentielle. Donc tout ça, j'allais dire malheureusement, entre guillemets, l'a conforté dans l'idée que ses intuitions, ses idées étaient les meilleures et qu'il n'avait pas besoin de s'embarrasser avec d'abord des contre-pouvoirs, les syndicats et même un Premier ministre, voire même des ministres. Quel est son rapport au temps ? Parce qu'on a connu le jeune homme pressé, évidemment, se faire élire président de la République à 39 ans. Est-ce que quand vous faites votre livre, il y a cette mutation ? On dit toujours que le président est le maître des horloges, et on voit un président qui d'un seul coup est tapé par la grande histoire, avec la guerre qui se profile. Est-ce que vous avez noté une évolution dans son rapport au temps ? Parce que là, aujourd'hui, il essaye de durer, ou d'essayer de finir de manière non précipitée. Est-ce que ça a bougé, ça ? C'est une bonne question. En vérité, il faudrait être dans son cerveau et le rencontrer pour bien comprendre ça. Mais il n'a jamais, on a beaucoup observé ses interviews, etc., il n'a jamais concédé intimement des erreurs. Il peut faire un pas en disant oui, effectivement, j'aurais pu faire mieux, etc. Ça a été mal compris, la dissolution. Exactement. Voilà. Mais celle qui résume le mieux Macron, c'est quand même sa femme, quand elle dit Emmanuel, il est autosuffisant. Mais l'autosuffisance, ça peut conduire aussi à la suffisance. Et objectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce rapport au temps, pour répondre à votre question, je pense que lui qui se définit comme un disciple de Paul Ricoeur, le philosophe, il se voyait dans une espèce d'orbite, trajectoire orbitale qui l'amenait vers effectivement la stratosphère et restait comme le président qui avait changé la France. Révolution. Le Gerhard Schröder, mais en plus libéral. Et en vérité, il est aujourd'hui le président qui précipite la France dans une sorte de désarroi. Et je pense que quelque part, intimement, ça doit... le bousculer, en tout cas, je l'espère. Alors, c'est pas du tout l'avis de Yael Braun-Pivet, la patronne de l'Assemblée nationale, qui était ce matin sur RTL. On l'écoute. J'ai trouvé en recherche d'une voie de passage parce qu'il pense au pays, il pense aux Français et il pense qu'il y a une voie de passage et une solution et qu'il faut que nous arrivions à la trouver.
Écoutant la présidente de l'Assemblée nationale, tous les deux, vous avez fermé les yeux comme ça, genre en body language. C'est du verbiage, c'est de l'habillage politique, on le sait bien. C'est de l'habillage politique. C'est du verbiage. Et puis Yael Braun-Pivet, elle est dans un jeu en ce moment extrêmement contingent. Son nom circule pour aller à Matignon, parce qu'en effet, c'est une des macronistes qui a maintenu le plus grand rapport possible avec la gauche, mais qui a aussi, lors des dernières élections internes la semaine dernière, fait une petite vidéo pour dire faut réintégrer le RN au jeu des postes à l'Assemblée nationale. Donc elle est placée pour peut-être jouer sa carte maintenant. Donc on comprend qu'elle ne souhaite pas de dissolution. Beaucoup de ceux qui voient Macron quand même depuis la démission de Lecornu, depuis ce crash de dimanche, le trouvent quand même légèrement troublé, peut-être accessible à ce désarroi collectif. Il a cherché une formule très à droite quand même. Le gouvernement de dimanche soir, c'est 18 ministres, il y en a 11 qui sont LR ou anciens LR. C'est quand même pas un gouvernement de gauche. La droite se fâche quand même, c'est pas suffisant. Et là maintenant, depuis 24 heures, on va chercher un gouvernement de gauche dans une France qui est de plus en plus à droite, avec néanmoins des réformes de gauche plébiscitées par les Français. Donc là, il y a une sorte de et en même temps national qui est en train de ruiner le et en même temps programmatique du président. Oui, et en même temps, c'est finalement une énorme blague, non ? Cette façon de proposer une synthèse qui, en fait, est un gloubi-boulga. Effectivement, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit une blague, entre guillemets. Je pense que chez Macron, il y avait une forme de conviction quand même sur cette histoire en même temps, mais sauf que ça se révèle effectivement complètement vain. Ça n'a pas de débouché. Alors déjà, dans un pays qui s'est quand même construit, enfin la Ve République, sur ce clivage droite-gauche, on peut pas le supprimer comme ça d'un geste autoritaire, j'allais dire. Et d'autre part, le en même temps, j'allais dire, aurait pu fonctionner si c'était s'agit de faire des compromis, de faire des synthèses, etc. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Nous, on avait parlé à propos de Macron dans notre livre, Le traître et le néant. On l'avait comparé à une chimère, mais au sens vraiment de l'animal, enfin de la créature décrite par les Grecs, la mythologie grecque, qui était effectivement une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de dragon. Mais c'est vraiment une chimère dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, qui ne peut pas exister, et par ailleurs qui fait croire à une idée qui est en fait totalement utopique et qui n'a pas de résonance concrète. Il a fait quand même, vous le disiez tout à l'heure, Fabrice, des grosses, comment dirais-je, erreurs. Oui, c'est ça, c'est-à-dire la dissolution déjà l'année dernière. Ensuite, il a quand même accepté que ce qui s'est passé avec François Bayrou, c'est aussi incroyable. Et puis récemment, là, nommé Bruno Le Maire, qui est vraiment un urticant majeur. C'est quand même... Comment vous expliquez qu'il fasse tout ça ? C'est une constante chez Emmanuel Macron. Autant sur son chemin personnel, il a fait preuve d'une habileté qui l'a emmené au sommet, autant c'est le pire directeur des ressources humaines de la Ve République. Il s'est trompé tout le temps. Regardez, quand il arrive à l'Élysée, il s'entoure de l'équipe qui a gagné la campagne présidentielle. Mais tout le monde sait que la conquête et l'exercice du pouvoir, ça n'a rien à voir. Il fallait les remercier et leur dire « j'en prends d'autres », des élus locaux, des gens plus expérimentés. Il prend un secrétaire général de l'Élysée, une machine intellectuelle formidable, il travaille en duo, c'est Alexis Collère. Très bien, il le garde 7 ans, plus de 7 ans. C'est beaucoup trop, c'est le poste où on est le plus puissant, mais le plus isolé de la République. Pas étonnant que des erreurs finissent par être commises. Bien entendu, dans le choix de ses premiers ministres, il choisit Vautrin. Il y a quelques tohu-bohu, et en 2022, il change Vautrin, il met Borne. Il choisit Lecornu. Bayrou vient, fait une scène, il choisit Bayrou. Donc il y a dans les choix de personnes chez l'individu Macron, autant d'inconstance et d'impertinence que vis-à-vis de sa propre personne, il a d'assurance et de certitude. C'est quand même paradoxal. Très mauvais chef de troupe, très mauvais directeur de casting, alors que... Mais c'est peut-être parce que justement, il considère qu'il n'y a que lui qui compte, et que finalement, choisir Dupont ou Durand, ça n'a pas d'importance. Mais est-ce qu'il n'est pas finalement condamné à gouverner seul, puisqu'il a épuisé tous les autres ? Et le président ne gouverne pas, il préside. Oui, c'est vrai. Pardon, oui. C'est ça son problème. Oui, vous avez raison. Oui, mais la confusion... Oui, puis il y a aussi ce rapport... je crois que ça joue un rôle important, surtout en ce moment où on décrédibilise beaucoup, où on s'en prend à la justice. Et il y a aussi ce rapport très personnel qu'il a aux corps intermédiaires, c'est-à-dire aux journalistes, bien sûr, aux syndicats et autres. Aux élus locaux. Aussi à la justice, et aux élus locaux, bien sûr, et aussi à la justice. Nous, on est plutôt attachés à ça, puisqu'on travaille beaucoup dans le domaine de l'investigation politico-judiciaire. Le fait que, pour lui, ça n'ait aucune importance que Rachida Dati, par exemple, soit mise en examen et fasse preuve d'agressivité outrancière vis-à-vis des journalistes, ça ne lui pose aucun problème. Dupond-Moretti, ça ne lui posait aucun problème. Il était mis en examen, lui aussi, beau prise illégal d'intérêt. Sarkozy est condamné, il va lui passer un coup de fil. Ouais. Tout ceci, objectivement, ça éloigne aussi un président d'un peuple qui se dit mais où est-ce qu'on va dans ces conditions, quoi ?
Ouais, mais ça, c'est pas le signe des temps, non ? Il y a peut-être quelque chose à chercher, il y a peut-être une voie de sortie, puisqu'il a épuisé tous les premiers ministres. J'ai une hypothèse à vous soumettre et à vous tous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais on a vu qu'il y avait un bouger donc sur la suspension des retraites, puisque Borne s'exprime dans Le Parisien. D'après le Canard enchaîné, il y a également un bouger du côté d'Olivier Faure, qui visiblement est prêt à discuter d'une alternative à la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines. Donc on observe quand même un jeu de mouvement et des pas des uns vers les autres. Je prends les dernières déclarations et j'entends au gros que du PCF à horizon, on est prêt à minima à s'entendre pour que la France puisse se doter d'un budget. Donc comme toujours dans ces moments-là, la calculatrice c'est quand même assez idéal. En politique, l'arithmétique ça compte. Et je regarde PCF, Vert, PS, Renaissance, Modem plus Horizon, ça fait 284 voix. On est à 5 voix de la majorité. Et là je me tourne vers qui ? Vers Lyotte. 23 sièges à l'Assemblée, un groupe responsable, prêt au compromis, prêt au dialogue. 289, 285 plus 23, ça fait 307. Alors le budget passe. Il y a un chemin grâce à cette formation qui en gros appelle au dialogue. Hypothèse, j'ai aucune information, mais je vous la soumets. Et si, sortant du chapeau pour Matignon, on avait un monsieur Charles de Courson, il a 3 avantages. Ça fait 32 ans qu'il est député. 32 ans. Il est extra respecté. Deuxième point, il était à la tête de la commission des finances. Il parle également... Rapporteur général du budget. Et puis, rappelez-vous, en 2023, il s'était opposé. Il avait ferraillé contre cette réforme des retraites. Il est Lyotte. Qu'il avait trouvé absolument injuste. Courson, pas Courson, qu'est-ce qu'on en pense ? Ah, pas mal. Non, mais moi je pense qu'on peut envisager, échafauder toutes les hypothèses, tous les candidats ou candidates à Matignon. Je pense qu'on reste dans des tractations qui, pour les Français, parce que je pense quand même à ça sont d'abord incompréhensibles et surtout, un petit peu déprimantes, parce que ça renforce le côté, on ne comprend absolument rien à tout cela, notamment s'agissant du positionnement idéologique du président de la République, puisqu'il il a été chevet de Mantis dans sa jeunesse, il a éclos dans le cœur de la Hollandie entre guillemets, donc au Parti socialiste, en marge du Parti socialiste. Ensuite, il a mené une politique de plus en plus à droite, et au moment de trouver un premier ministre, il cherche des premiers ministres soit de centre droit, soit de droite, et maintenant on lui dit ça sera peut-être à gauche. Donc je ne sais pas, je suis pas encore une fois dans sa tête, et personne ne l'est, je crois, à part peut-être Brigitte Macron, qui est, je pense, la seule personne qui peut écouter, mais les Français n'ont pas voté pour elle. Mais sinon, ça rend la situation de plus en plus illisible, même s'il faudra bien trouver un nom, je suis d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout est possible, y compris, n'importe quoi. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est envisageable. Alors attendez, nous a rejoint sur le plateau Emmanuel Ducrot qui a bravé Paris, parce qu'il faut que vous le sachiez, entre les embouteillages pour les uns et les métros où on se casse la figure pour les autres, parce qu'il n'y a que des escaliers. Pour venir, il faut vraiment avoir la passion de la France chevillée au corps. Et le plaisir de vous voir. Et le plaisir, évidemment, d'être ensemble. Emmanuel, alors cette réforme des retraites, on va en parler tout à l'heure. Là, on parlait de dans la tête d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête du président Quelque chose qui se passerait dans la tête d'un scientifique qui essaierait depuis des années de croiser les carpes et les lapins et qui constate que ça marche pas. Oui, sans doute. Mais non, ça marche pas. Et là, je sais pas, c'est plus un jour plutôt carpe, un jour plutôt lapin. Je me mets à la place des électeurs. C'est complètement lunaire. En fait, on n'est pas d'accord sur le cap général. C'est pas qu'on est en train de discuter des détails d'un budget c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction on va pour un pays entier. C'est absolument déroutant. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on ne sait pas où ça va. Vous êtes d'accord avec cette analyse brillante d'Emmanuel Ducrot? Le et en même temps, ça a correspondu d'abord à un vrai désir des Français, qu'on avait marre de la droite et la gauche. En 2017, ils ont plébiscité ce modèle. Et ça a correspondu aussi à un vrai modèle pour des effets de levier. La réforme de la SNCF, la réforme du Code du travail, d'autres réformes n'auraient pas pu être possibles sans ce et en même temps. Des bonnes volontés de droite et des bonnes volontés de gauche. Et puis ça s'est épuisé assez vite. À partir de l'été 2018, la donnée écologique tombe, Hulot s'en va, il y a les gilets jaunes qui arrivent, c'est terminé. Depuis, le et en même temps, c'est devenu au mieux un ni droite ni gauche, souvent de l'essuie-glace, alors le lapin de droite et puis la carpe de gauche, et puis de plus en plus une schizophrénie. Et en effet, ce modèle-là s'est complètement épuisé dans la deuxième partie du premier quinquennat, sauf que Macron a été non pas réélu par les Français, mais reconduit parce qu'il y avait la guerre. Et derrière, les Français ont dit très bien, tu veux le et en même temps ? On aura et en même temps le président qu'on n'aime pas mais qu'on a gardé, et en même temps une assemblée qui lui obéit pas. Et là, les ennuis ont commencé. C'est vrai que le Christophe prenait l'exemple de la SNCF, c'est un moment vraiment incroyable parce que c'est une espèce de parenthèse magique où on peut vraiment faire de la politique et réussir quelque chose qu'on pensait
impossible à réussir. Cette réforme de la SNCF, personne n'y croyait, elle va jusqu'au bout, elle fonctionne et elle ne pose plus de problème. Mais c'est la dernière chose qui est vraiment réussie, mais ça commence à dater un peu, et là... Ouais, ça va être quoi l'héritage du président Macron ? C'est ce qu'il joue en ce moment, son héritage, non ? Je pense qu'effectivement, lui, son souci global, je ne parle pas évidemment de ses problèmes ponctuels pour essayer de trouver un gouvernement, mais son souci pour la fin du quinquennat, c'est la trace qu'il va laisser dans l'histoire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'après, c'est le cas de tous les présidents, il ne faut pas se mentir, mais c'est encore décuplé chez cet être vraiment très porté sur lui-même. Et c'est vrai que je pense que tout ce qu'il va faire désormais sera à lire à cette aune, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retiendra de moi ? Et c'est vrai que là, je pense qu'il doit avoir quand même un début d'interrogation parce qu'il voit bien que ce soit à droite, à gauche, et surtout maintenant chez ses premiers soutiens. On va entendre d'ailleurs. Là, on ne comprend plus rien. On va entendre d'ailleurs Sébastien Lecornu dans quelques minutes sur LCI, Guillaume. Oui, mais précisément, justement, au moment où vous enquêtez, vous réunissez tous ces témoignages, près de 200 en 2021. La guerre en Ukraine n'est pas déclenchée. Évidemment, le Proche-Orient n'est pas aussi actif qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce qu'il a déjà ce rapport à l'international et au travail de sa stature à dimension internationale ? Nous, on a interrogé ces gens-là. Mais vraiment, ça va du proche conseiller jusqu'au... Le président Hollande avait beaucoup... Oui, le président Hollande. Mais d'autres, avait beaucoup, François Baroin, en l'occurrence, avait une vision assez claire aussi du personnage. Et ils tous nous disaient qu'il avait au moins ça. C'est-à-dire qu'il avait au moins cette vision pour l'Europe, dépasser l'Europe, créer une Europe forte, etc. Ça, il l'a toujours eu, depuis le discours de la Sorbonne. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Pour le reste, il suffit d'écouter ces derniers partisans. J'écoutais Aurore Berger hier, par exemple. C'est assez fascinant. Le seul truc qu'ils arrivent à dire, c'est la France a retrouvé l'attractivité. Oui, c'est vrai, avec Choose France, etc. Mais pour le reste, attractivité avec 3300 milliards de dettes, un chômage qui avait déjà commencé à baisser sous François Hollande, je le rappelle. Inversion de la courbe. Ben, bien sûr, c'est François Hollande qui l'a commencé à le faire. Et donc, du coup... Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Il reste aujourd'hui une France en plein désarroi. Est-ce que la stature internationale, elle n'est pas aussi en train de s'éroder ? Il n'a plus de stature internationale. J'en prends pour exemple le Mercosur. On s'aperçoit que l'Europe est en train d'avancer sur le Mercosur avec une opposition majeure du premier pays agricole d'Europe, la France, et que ça n'a jamais empêché personne d'avancer sur ce dossier-là. Vous avez raison, mais il faut lire les éditos de la presse étrangère d'hier. Ouais, ils sont sanglant. Assassins. Ouais. The Times et les autres. C'est terrible pour la stature internationale d'Emmanuel Macron, qui ne pèse plus du tout dans les instances internationales. Après, sur la postérité, il parie sur le temps long. Il est tellement détesté que c'est pas en 2028 ou 29 qu'il va redevenir populaire. C'est pas Chirac là-dessus. Mais il se dit que dans le temps long, dans les livres d'histoire, on retiendra peut-être la reconnaissance de la Palestine, début d'un cercle vertueux pour la paix à deux États. On verra. Et on retiendra peut-être que sur l'Ukraine, il a quand même tenu bon. On retiendra aussi que sur le discours de la Sorbonne, il a dessiné une Europe future qui peut-être dans 10 ans sera réalisée. Donc c'est là-dessus qu'il peut compter. Mais c'est de la spéculation à long terme. Là, il a pris un emprunt à long terme et il ne pourra pas avoir des bénéfices avant très longtemps. Avec aussi le risque que, c'était un peu la conclusion de notre livre il y a 4 ans, que le néant dans lequel il a conduit le pays, et notamment au plan politique, profite, parce que historiquement c'est toujours le cas, le vide profite toujours aux extrêmes. Bien sûr. C'est sûr que Marine Le Pen à l'Élysée en 2027, ça signerait une décennie d'échecs. Ça serait le dépôt de bilan idéologique du macronisme. Oh la vache, c'est dur. Ah mais c'est sûr, mais c'est ça la politique. Vous dites tous les deux, le macronisme, c'est de l'ordre de la tactique militaire, pas de l'idéologie politique. C'est ce que vous venez de nous démontrer, mais c'est quand même assez dingue qu'on ait un pays qui soit gouverné comme ça, quand même, non ? Alors oui, dingue, je sais pas. En tout cas, ça s'est trouvé comme ça. C'est-à-dire que la caractéristique de Macron, c'est à la fois son talent et son gros point faible, c'est d'avoir cette intuition, ce culot qui lui permettent de réussir des coups, et notamment de prendre l'Élysée de manière assez brillante. Mais c'est du court-termisme. Sur le plus long terme, il faut avoir un corpus, ne serait-ce qu'effectivement idéologique. Et ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et ça, au bout d'un moment, les Français l'ont ressenti comme quelque chose comme une créature effectivement impalpable, indiscernable, et à laquelle ils ne peuvent se rallier. Alain Minc dit dans l'Express, Alain Minc qui a parlé, qui a susurré à l'oreille de bon nombre de présidents, qui était un conseiller de l'ombre et de la lumière d'ailleurs, Emmanuel Macron est le pire président de la 5e et j'ose espérer qu'il n'en est pas le fossoyeur, Christophe. La 5e République s'est désarticulée avant Macron. C'est parce que la 5e avait commencé à se désarticuler que Macron a gagné. Mais oui, quand vous faites le quinquennat avec des députés élus après le président,
C'est plus la 5e, puisque les députés sont pas tournés vers le Premier ministre en disant travaille bien parce que dans 5 ans on veut être élu. Ils sont tournés vers le président. Si tu gagnes, je veux mettre ta photo sur mon affiche, je suis élu. C'est plus la 5e. Quand on a fait la question prioritaire de constitutionnalité, on a introduit, et c'est peut-être un progrès, le citoyen dans la machine de constitutionnalité. On a donné un pouvoir incroyable aux sages de la rue de Montpensier. C'est plus l'esprit de la 5e. Il y a des tas d'événements comme ça qui ont permis l'arrivée de Macron. La 5e République était morte avant que Macron arrive. Morte ou blessée? Morte ou blessée. En tout cas, c'était plus la 5e. Et lui s'est dit, ça tombe très bien. Moi, je vais inventer la suite. Une nouvelle démocratie, une nouvelle économie. Je vais faire entrer la France dans le 21e siècle, dans la mondialisation heureuse et dans une démocratie moderne. Avec des erreurs majeures, les corps intermédiaires. Ouais, c'est ça. Plus besoin d'élus, plus besoin de médias, plus besoin de syndicats. Erreur historique, sociologique, profonde de Macron le cérébral. Et puis avec des innovations quand même heureuse. La manière dont Emmanuel Macron a construit un dialogue direct avec les réseaux sociaux, avec la jeunesse, on s'en est beaucoup moqué, et ça lui a valu des polémiques énormes. Traverser la rue, le pognon de dingue. Mais aucun président dans le futur, influenceurs qui font des galipettes. Exactement. Aucun président dans le futur ne pourra faire l'impasse sur ce défi de la démocratie directe et permanente. Emmanuel. Le problème, c'est que les corps intermédiaires ont été tellement écrasés qu'aujourd'hui ils ont du mal à relever la tête, et on voit que quand ils pourraient reprendre le pouvoir, ils sont perdus, ils sont eux aussi complètement. Non, ils l'ont relevé, mais ils la relèvent quand même, mais ils sont un peu humiliés. Il faut jamais humilier personne. Je pense qu'ils ont aussi perdu l'habitude de jouer leur rôle de proposition, etc. Et puis il y a le deuxième volet, c'est cet usage de la démocratie directe, c'est-à-dire aller aux rencontres des Français, faire des grandes consultations, etc., qui ne débouchent sur rien. Finalement, ça ne fait que créer de la déception et du ressentiment. Et ça ne peut pas marcher comme ça très longtemps. Enfin, on fait une promesse qui est déçue, et les citoyens en veulent au président pour ça. On lui en met pas un peu trop sur le paletot? Il a pas le dos un peu large pour tout ça? Moi, les partis, quels qu'ils soient, sont irresponsables, ils sont médiocres, et les Français le ressentent bien aujourd'hui, que ce soit de gauche ou de droite. Mais en vérité, il faut quand même bien reconnaître que Emmanuel Macron, il a participé effectivement dans la destruction de cette 5e République, mais il a su aussi creuser sa propre tombe, objectivement, en se séparant par exemple de ses conseillers de l'ombre qui étaient assez raisonnable à ses côtés. Lesquels ? Je pense à Philippe Aghion en matière économique, je pense à Jean Pisani-Ferry, je pense à Philippe Jean Pisani-Ferry qui est très violent maintenant. Oui, mais qui ne l'était pas à l'époque, en 2021, quand on l'avait interrogé. En tout cas, il n'avait pas voulu nous répondre parce qu'il commençait déjà à se détourner du macronisme. Et ces gens-là ont vite compris que quoi qu'il murmure à l'oreille du président, celui-ci n'écouterait que lui-même, ou alors ses mauvais conseillers. C'est ça le plus gênant avec Emmanuel Macron, c'est qu'il écoute ses mauvais conseillers. Il est resté avec ses courtisans, en fait. Oui, tout à fait. C'est un grand classique, sous la 5e République, qui a des côtés parfois monarchiques, mais c'est vrai qu'il a extrémisé encore cette tendance, et à l'arrivée, on peut dire quand même que c'est un énorme gâchis, parce que on avait un président jeune, dynamique, qui a tout de suite eu une très très bonne image à l'étranger, qui a rehaussé l'image de la France, un homme, donc on l'a dit, très intelligent, qui a aussi des intuitions qui étaient très bonnes. Donc il y avait un potentiel extraordinaire, et c'est vrai que ce potentiel a été complètement gâché, mais par lui-même. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour respirer à l'Élysée jusqu'en 2027 quand on est Emmanuel Macron ? Est-ce que le mot de Édouard Philippe est arrivé jusqu'à son cortex, démission ? Est-ce qu'il peut l'envisager ? Mais moi, je suis toujours assez sidéré de voir sur les plateaux, quels qu'ils soient, ces gens qui disent il va démissionner, il peut démissionner. Je pense que ce mot ne fait pas partie de son vocable, de son organigramme. C'est impossible pour lui d'envisager une démission. Ce serait signer son échec. Il refusera toujours de signer son échec. Donc la démission ne fait pas partie du tout de son plan de travail. Mais où est l'espace de respiration jusqu'en 2027, compte tenu de tout ce qu'on a dit ? C'est un type qui est profondément optimiste, qui croit à sa bonne étoile et qui pense qu'il peut encore renverser la situation. Alors, renverser la situation en nommant un Charles de Courson septuagénaire que les Français connaissent à peine, ou alors un Bernard Cazeneuve qui lui-même n'apprécie pas beaucoup Emmanuel Macron, je ne sais pas comment il pourrait s'entendre. C'est juste utopique. Alors je vous arrête, voilà Sébastien Lecornu qui va s'exprimer en direct sur LCI, et puis on revient tout de suite après sur le plateau dans toute liberté. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce petit point presse de méthode au terme des premières 24 heures de consultation que j'ai pu avoir avec un certain nombre de forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat, quelques jours après
la démission du gouvernement suite à un certain nombre de problèmes partisans sur lesquels je ne reviendrai pas et pour lesquels j'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République au regard des 3 semaines, derniers mois de discussions, de négociations, de paramètres aussi de fond budgétaires et sur d'autres sujets, d'essayer de trouver un chemin. Et ce soir, je me rendrai à l'Élysée pour présenter au président de la République les solutions qui sont sur la table, si nous arrivons à trouver des solutions. Et de fait, si on voit beaucoup de choses dans la presse et beaucoup de commentaires dans la presse, notamment hier, j'ai de bonnes raisons de vous dire que parmi les bonnes nouvelles, l'ensemble des consultations que j'ai pu avoir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l'ensemble des formations politiques, de l'UDI, de l'IOT, des Républicains, de Place Publique, du MoDem, d'Horizon de Renaissance et d'autres, qu'il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence, évidemment, qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, ça ne suffit pas. Il faut évidemment que ce budget comporte un certain nombre de paramètres qui permettent à la France d'avancer. Je pense pouvoir dire aussi qu'il y a une énorme vigilance des formations politiques à dire attention, la situation politique dans laquelle nous nous trouvons peut emporter des conséquences économiques, sociales, y compris en matière d'emploi. Et ça, évidemment, c'est un paramètre qui est absolument clé, protecteur, sur lequel nous devons aussi nous accorder. Et puis, troisième chose, évidemment, la réduction de notre déficit, qui est clé, y compris pour la crédibilité de la signature de la France à l'étranger, notre capacité tout simplement à emprunter, donc l'impact aussi sur les taux d'intérêt, ce qui est vrai pour l'État, ce qui est particulièrement vrai aussi, évidemment, pour les ménages et les entreprises. Et tout le monde s'accorde à dire, en tout cas dans les rendez-vous que j'ai eus hier, que la cible de déficit public doit être tenue en dessous de 5% du déficit, et c'est-à-dire en clair entre 4,7 et 5% de manière définitive. En tout cas, je vous rends compte de ce qui m'a été dit par les différentes formations politiques qui témoignent d'ailleurs d'un chemin de responsabilité. La Nouvelle-Calédonie, qui peut paraître loin de l'Hexagone, mais sur lesquels, vous le savez, des textes à prendre sont importants dans les jours qui viendront. Et malheureusement, la situation politique nous empêche de débuter les débats et l'adoption éventuelle de ces textes par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est un sujet de préoccupation majeur. Puis le troisième point, c'est évidemment la situation internationale au Proche, au Moyen-Orient, en Ukraine, la question sécuritaire, l'image de la France à l'étranger, où depuis plusieurs jours, évidemment, des interrogations dans différentes capitales se posent. Heureusement que la Ve République repose sur la solidité de la fonction présidentielle et de sa représentation à l'étranger et en Europe. En tout cas, il est clair qu'il nous faut sortir de cette situation. Ça veut donc dire aussi que cette volonté d'avoir un budget avant le 31 décembre de cette année oblige chacun à avoir capacité à avancer, et aussi d'ailleurs pour permettre aux Françaises et aux Français d'avoir des élections municipales qui se tiennent dans les meilleures conditions. Sur cette base, je recevrai l'ensemble des forces de la gauche républicaine ce matin et ce midi pour voir quelles sont les concessions qu'elles demandent aux autres formations politiques pour garantir cette stabilité, et quelles sont les concessions qu'elles sont prêtes à faire aussi, le cas échéant, pour le permettre, car j'ai cru comprendre qu'elles aussi souhaitaient que la France puisse se doter d'un budget avant la fin de cette année. Et donc on le voit bien, de ce moment de difficulté, de crise, crée aussi un moment de responsabilité sur lequel j'espère pouvoir trouver un certain nombre de solutions pour les présenter ce soir au chef de l'État. Qu'il me soit permis de terminer par un point qui n'est pas que technique, puisque j'ai pu voir qu'un certain nombre de Françaises et de Français se sont émus. Il se trouve que les membres du gouvernement, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, ont le droit à 3 mois d'indemnité lorsqu'ils n'ont pas de revenus par ailleurs. Et il est évident que les ministres qui auront été ministres seulement quelques heures n'auront pas le droit à ces indemnités. J'ai décidé de les suspendre. On ne peut pas vouloir faire des économies si on ne maintient pas par ailleurs une règle d'exemplarité et de rigueur dans la suite des autres décisions que j'ai pu prendre. J'aurai l'occasion de me réexprimer ce soir, après ou avant m'être rendu le cas échéant à l'Élysée à la rencontre du chef de l'État. Merci beaucoup. Voilà, c'était Sébastien Lecornu, le Premier ministre démissionnaire, en direct sur LCI. Nous ont rejoint sur le plateau dans toute liberté Valérie Trierweiler. Bonjour madame, vous êtes journaliste politique à LCI. Et puis Nicolas Daragon, bonjour monsieur, vous êtes maire LR de Valence, secrétaire général adjoint des Républicains, ministre délégué en charge de la sécurité du quotidien. Ça, c'était il y a quelques années. Première réaction après ce
ce discours de Sébastien Lecornu, enfin cette petite mise au point, cette petite prise de parole, il le fait pratiquement tous les 3 jours dans toute liberté à 9h30. Il a dit c'est Anaïs Bouton. Nicolas d'Aragon, est-ce que ça vous semble prometteur ? Je retiens 3 messages. Que la Ve République repose sur la fonction présidentielle. C'est un message clair envoyé aux 2 ex-premiers ministres qui se sont exprimés hier, et sur l'absence d'hypothèse d'une démission du président de la République. Enfin, je présume que Sébastien Lecornu ne s'exprime pas sur ce sujet sans commande, si on peut dire les choses ainsi. Le deuxième message que je retiens, c'est il y aura visiblement un budget. Et s'il y a un budget, il n'y aura donc pas de dissolution. Oui. En tout cas, c'est l'espoir qu'il exprime. Et donc, c'était le 3e point. Il n'y a pas de dissolution en perspective. Tout ça, évidemment, est très prometteur, mais ce ne sont que des hypothèses. Et ce matin, il reste à recevoir ceux qui, jusqu'à présent, ont été les générateurs de la censure quasiment systématiquement, parce que ils auraient pu s'en abstenir sous le gouvernement Barnier, par exemple. Si le Parti socialiste s'était pas associé à LFI et au RN, il n'y aurait pas eu de censure. Donc, tout ça est très positif, mais enfin il reste presque l'essentiel, recevoir ce matin les forces de gauche pour qu'elles disent quelles sont leurs intentions, et puis après plus largement sur le contexte général, une forme d'étonnement qui m'habite depuis quelques jours à observer que on a un ministre de la Défense par surprise. On a une annonce dans la presse écrite hier d'une éventuelle suspension de la réforme des retraites. Comment on peut conduire des négociations, conduire une stratégie gouvernementale quand on procède ainsi? Ça me questionne réellement. Ça veut dire qu'on a un Premier ministre démissionnaire qui communique, je trouve que c'est très bien, qui dit où il en est, parce qu'il y a beaucoup de supputations dans ce climat d'instabilité qui inquiète beaucoup de monde. Et par ailleurs, on a quand même des méthodes qui sont étonnantes. Moi, j'estime que s'il doit y avoir des ajustements, notamment sur la réforme des retraites, ce sont des concessions qui doivent se faire en négociation à Matignon pour pouvoir avancer et avoir des annonces ensuite. Et sur ce thème, si je peux me permettre, ce serait un véritable échec de la Macronie. Mais on doit peser le rapport coût-avantage entre une instabilité qui inquiète tout le monde et qui dégrade très clairement la situation de la France et bien une suspension qui va coûter une dizaine de milliards visiblement, et donc la nécessité de les trouver encore. C'est mon dernier point. J'observe qu'il annonce un déficit budgétaire à 5%. C'est encore une renonciation, puisqu'on devait être plus bas. Donc voilà, il y a du positif, il y a aussi quelques inquiétudes, et finalement, on a un point d'étape. Je pense que le point d'étape de ce midi, après avoir reçu les forces de gauche, sera beaucoup plus consistant. Non seulement vous êtes bon en analyse de texte et de commentaires, Nicolas d'Aragon, mais vous êtes bon en art de la transition, puisque nous sommes en ligne avec François Calfon, qui est député PS européen. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de d'Aragon? C'est un peu prometteur, mais attendons de voir ce qui va se passer avec vous, d'ailleurs, avec le PS et les forces de gauche. Je ne sais pas si je suis d'accord avec M. d'Aragon, mais j'ai entendu des paroles de modération. J'ai surtout entendu le Premier ministre démissionnaire indiquer dans quel esprit il invitait, il allait écouter la gauche ce matin. Cet esprit est le nôtre également. Nous voulions que l'Assemblée reprenne ses droits. Je reprends le film. Donc il n'y aura pas l'utilisation du 49.3. 80% des Français sont opposés à la réforme des retraites. Une ouverture a été faite par Madame Borne. On imagine qu'elle l'a pas faite toute seule. Ce qui nous choque, c'est non pas la nécessité d'avoir un équilibre du système, mais c'est qu'il y ait des inégalités à l'intérieur du système, que des gens aient leur trimestre et ne puissent pas partir. Donc c'est autour de ce sujet-là, qui est un sujet particulièrement important, si lors de nos consultations, la volonté de suspendre, ou en tout cas d'aménager la réforme des retraites était confirmée, ce serait un chemin pour la possibilité de trouver un compromis. Et c'est ce qui nous anime. Je rappelle un peu nos points, c'est que, bien sûr, alors sur le chemin de réduction des déficits, je confirme ce que Monsieur Lecornu a dit, c'est-à-dire que nous ne faisons pas partie de ceux qui disent les déficits n'existent pas. On regrette les 1200 milliards creusés par le couple Macron-Le Maire, mais pour autant, malheureusement, ça existe et il faut donc pouvoir le rembourser. Je suis député européen, je précise d'ailleurs au passage que l'Union européenne demande de nous 25 milliards d'économies sur une année, et non pas 44 milliards, c'était à la saignée proposée par M. Bayrou. Ces 25 milliards sont atteignables et nous avons beaucoup d'idées pour le faire. Bien sûr, une réduction de la dépense publique, mais également des contributions de celles et ceux pour qui la crise a été la moins dure.
Mais là, vous n'allez pas être d'accord, Nicolas Daragon. Sur les méthodes, les remèdes proposés. Là où j'émets un certain nombre de doutes sur la capacité à trouver un accord, c'est que finalement ce qui est annoncé par le Parti Socialiste comme ligne rouge depuis un certain nombre de jours, la justice fiscale, on sait que ça veut dire plus d'impôts notamment, alors on cible toujours les plus riches, mais aussi parfois l'outil de production, c'est ce qui nous inquiète le plus, plus de fiscalité en général pour tous, la suspension de la réforme des retraites dont on sait qu'elle coûtera plusieurs milliards, donc si en plus par ailleurs on va donner plus de pouvoir d'achat, on est tous favorables, mais quelle est la méthode? On a beaucoup de sujets où on est inquiet, et puis on a aussi le sujet du régalien, où on sait que on s'est rarement retrouvé sur la même ligne avec les partis du bloc de gauche, donc il va falloir aussi qu'on ait des discussions sur ces thèmes-là, parce que Bruno Retailleau est un pilier des gouvernements sortants, il a insufflé une politique sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'autorité, à laquelle évidemment on ne va pas renoncer du jour au lendemain. Mais quand même, cette dissolution, elle a eu lieu il y a plus d'1 an maintenant. Et donc, j'ai un éminent représentant des LR et un éminent représentant du PS. Et ça fait des mois qu'on vous entend dire il faut qu'on s'entende. Comment ça se fait que ça prenne autant de temps? Est-ce que c'est la méthode qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est incroyable? Au bout d'un moment, il faut arriver à s'entendre. Si je peux me permettre, moi j'ai été plein d'espoir quand le Premier ministre a été nommé le nouveau démissionnaire, parce qu'il a été élu local. Et je pense qu'on devrait prendre des enseignements. Vous voyez, moi je suis maire, j'ai l'habitude du consensus, j'ai l'habitude des accords, j'ai l'habitude de discuter. Et vous voyez ce que je vous disais sur la méthode tout à l'heure, c'est-à-dire des annonces par surprise d'un ministre qui est un pilier du gouvernement, le ministre de la Défense, c'est pas neutre, des annonces dans les médias d'une suspension éventuelle de la réforme des retraites par la ministre sortante d'État de l'Éducation nationale. Tout ça, c'est quand même très surprenant. Je trouve que on a besoin de se recentrer sur le travail qui est confié au chef du gouvernement, que ce soit lui qui négocie et que ce soit lui qui fasse les annonces ensuite. Il y a un gros problème de méthode, et les partis, en tout cas les Républicains, ont toujours été au rendez-vous pour aller contre cette situation de chaos, pour s'opposer à la France insoumise, on l'a dit depuis le début, et pour trouver une voie qui rétablisse l'autorité dans notre pays. Vous voyez, ces 3 points, ils sont sur la table, et on a toujours dit qu'avec une feuille de route précise, des engagements précis, on s'engagerait. Ça n'est pas le cas à ce stade. Vous devez nous quitter là maintenant. Exactement, je retourne à Valence. Retour dans votre belle ville de Valence. François Calfon, que répondez-vous à Nicolas Daragon? Puis il ne pourra pas être là pour vous répondre. Donc comme ça. Bah écoutez, on lui donnerait le bon Dieu sans confession à Monsieur Daragon. Mais finalement, il hésite à partir. Si nous en sommes là, c'est par la volte-face des LR. Hein. Ça, c'est quand même un élément central. Les LR qui ont essayé l'alliance avec le bloc macroniste et qui ne sont même pas parvenus à nous présenter un budget. Donc je pense que les leçons de modération et de recherche de modération de la part des LR me semblent... il vaut mieux balayer devant sa porte, si je puis me permettre de dire cela. Sur le fond, vous savez, j'ai dit que nous reconnaissions, d'ailleurs ce que M. Lecornu a dit, l'existence de déficits et la nécessité finalement de les rembourser, qu'il fallait, on parle de suspension des retraites, dans ce cas-là, ce serait la réforme Touraine qui s'appliquerait, qui est une réforme qui elle-même vise à l'équilibre du système. C'est pas on rase gratis le lendemain. Et puis bien sûr une forme d'équité dans le remboursement de cette dette. C'est pour ça que nous souhaitons un geste sur le pouvoir d'achat. Plusieurs ont été avancés, mais également une mise à contribution des hauts revenus, qui soient les hauts revenus finalement des entreprises profiteuses de crise. Il y en a quand même. Hein. Les pétroliers font des bénéfices records de 20 milliards d'euros par exemple. Pour Total, donc ça existe, mais également ce qu'on appelle les super riches, les 1%. Et là, puisqu'on demande qui fait un pas vers l'autre, vous noterez que nous ne demandons plus comme préalable l'application de la taxe Zuckman, mais nous demandons une mise à contribution qui peut passer notamment par une réforme. J'ai entendu que M. Larcher l'a proposé également, M. Lecornu l'a dit, par une réforme des holdings familiales, qui est un dispositif d'optimisation fiscale des super riches. Et je précise au passage qu'un pays comme les États-Unis, qui est un pays libéral, ne dispose pas de ce système d'optimisation fiscale des holdings familiales. Donc vous voyez, je donne des pistes très constructives. Ce sont des points de départ, pas des points d'arrivée. Les socialistes et la gauche de réforme, de tempérance,
est prête à prendre ses responsabilités pour sortir le pays de l'ornière. Merci beaucoup François Calfon, c'est magnifique sur le plateau de Dans toute liberté parce que vous avez un LR Nicolas Darango, on passe sur vous et tac, il a été remplacé par Thomas Vacheron. Bonjour monsieur, vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. À vos côtés, Valérie Trierweiler, si vous voulez bien. Oui. Valérie, on vient d'entendre les LR et le PS. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Ils vont y arriver ou pas? Non, là on a l'impression que c'est pas gagné du tout. D'ailleurs, il le dit, Sébastien Lecornu, et je vais présenter les solutions s'il y a solution. Si tant est. Il faut vraiment retenir ce si. Et là, quand on entend surtout François Calfon, on a l'impression que les enchères continuent à monter. Personne ne veut renoncer à ça de chaque côté. Que ce soit les LR, on avait là tout à l'heure le représentant, et Calfon, on voit bien que même l'abandon des retraites, ça ne suffit pas. On a vu Kian Brossa tout à l'heure aussi. Voilà, oui, j'étais sur la route. Et donc voilà, c'est pas gagné. Vous savez, un accord, comme je le dis, c'est cette phrase toute bête, tant que c'est pas signé, c'est pas fait. Et là, on voit bien que ça n'est pas fait encore. Et s'il est intervenu, je pense, ce matin pour faire un point d'étape, c'est pour faire pression sur la gauche. Il le dit. À peu près tout le monde est d'accord pour l'instant, il reste encore à voir la gauche. Donc on voit bien que si ça ne marche pas, il portera la responsabilité sur la gauche. Thomas Vacheron, en 1991, Michel Rocard prophétisait à propos de la réforme du système des retraites. Il y a de quoi faire tomber 5 ou 6 gouvernements dans les prochaines années. On y est. Alors moi, je ne vais pas commenter les propos de Michel Rocard, mais en tout cas, c'est une certitude, c'est que la violence de la politique antisociale a fait tomber de nombreux gouvernements, parce qu'aujourd'hui, ce qui est majoritaire dans la population, une très très large majorité, 80%, c'est l'abrogation de la réforme de 2023. Aujourd'hui, où que vous alliez, dans les entreprises, les services, dans la rue, dans les commerces, systématiquement, c'est un des points qui incrémente le sujet, et il n'y a pas d'issue démocratique sans l'abrogation, pour une raison extrêmement simple, c'est que les retraites, ça parle de la question du travail. Le travail, il est de plus en plus dur, il est de plus en plus pénible, et dès lors qu'on touche et qu'on dégrade encore les conditions de travail en nous faisant travailler plus longtemps, dans la journée, dans la semaine, dans l'année ou dans la vie, et là c'est la réforme des retraites, c'est ça, et ben ça crée des tensions très très fortes, parce que tout le monde voit bien en un que le travail est dur, et en deux, si les anciens travaillent plus longtemps, il n'y aura pas de boulot pour les jeunes dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs. En France, on est passé aux 35 heures, Emmanuel. Non, le travail n'est pas de plus en plus dur, il s'est mécanisé considérablement. Alors il y a peut-être des formes de pénibilité qui ont changé, mais dire que le travail est de plus en plus dur, c'est juste faux. D'accord. Alors on est champion d'Europe d'accidents du travail, madame. Oui, on est aussi champion d'Europe du taux d'activité le plus bas, du taux d'activité le plus bas. Ça, il faut en avoir conscience. Et on est aussi le pays qui travaille le moins longtemps. Tout ceci est erroné. Non, c'est totalement juste. Le taux d'activité en France est de 68% sur les 14-64 ans, c'est 72% en Allemagne, madame, et c'est 82% aux Pays-Bas. 14 ans. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Non, mais juste... mais personne ne travaille à 14 ans. Personne ne travaille à 14 ans. D'accord, pourquoi vous citez ce chiffre? Parce que c'est la métrique qu'on utilise dans toute l'Europe. Et que la France a le taux d'activité le plus bas. Que ceux qui vous regardent vous entendent. Oui. Le travail n'est pas dur. Le travail n'est pas pénible. Dire que le travail est de plus en plus dur et de plus en plus pénible, c'est simplement faux. Okay, il y a quand même des secteurs où il y a des formes de pénibilité. Et ça a été le problème de cette réforme qui ne prend pas assez en compte la pénibilité. Ça, c'est un point. Mais justement, il y avait des petites avancées sur cette réforme. Il y avait le travail des femmes, la pénibilité, et on va suspendre tout ça. Ok, donc faire du syndicalisme, c'est pas faire de la météo entre ce qui est ressenti et ce qui est subi. Aujourd'hui, ce que subissent les gens, c'est extrêmement grave. Et vous savez, je ne sais pas où c'est que vous faites vos courses, je ne sais pas où c'est que vous vivez, mais ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et les services, il y a 11 millions de personnes dans le privé qui vivent avec moins de 2200 €, qui travaillent comme des dingues, qui n'arrivent pas à élever leurs gamins. Et si vous dites sur les plateaux, continuez à dire ça, ça crée une défiance. Ça crée une défiance. Ça interroge sur le taux de prélèvements sociaux qui érode le pouvoir. Prélèvements sociaux, on y arrive. Vous parlez de la cotisation sociale. On est en train de fêter les 80 ans de la sécurité sociale. Cette idée magnifique pour nous sortir de la misère. Et vous savez comment on les fait, nous, en demandant une augmentation sensible des cotisations sociales pour financer notre système de protection sociale. Autrement, prenons pas sur le travail. Nous, on pense que c'est le travail qui crée la richesse. Et donc c'est autour de ça qu'on doit faire cotiser. Mais je suis d'accord avec vous. Si vous voulez me dire que enfin les dividendes devraient être taxés, on est d'accord, ça financerait la réforme. Si vous voulez nous dire que les grandes fortunes devraient être taxées, on est d'accord, ça financerait un budget. On repasse à 37 heures, payer 37.
Parce que ça aussi, ça donne un bol d'air aux finances publiques et au financement de la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire sans la majoration, vous voulez... Oui, c'est votre proposition, c'est de supprimer les heures supplémentaires. Belle proposition. Le MEDEF peut vous applaudir. On vous remercie. Non, nous, on travailler plus pour gagner plus, si vous voulez. Mais non, là, vous proposez de travailler plus en gagnant moins, puisque aujourd'hui, le temps de travail effectif dans le privé, c'est 37,5 heures. Tous ceux qui nous regardent, ils font déjà plus que 35 heures. Sauf que aujourd'hui, entre 35 et 37 heures et demie, il y a 25% de majoration. Vous proposez de le supprimer. Et donc c'est de baisser les salaires. Non, de leur conseiller de passer de 37 à 39 pour garder des heures encore plus. Donc faire travailler encore plus. Travailler plus, oui. En fait, vous voulez, comme le gouvernement, faire reposer tout l'effort sur les salariés. Jamais la taxe Zuckman. En plus de ce que vous dites sur des financements extérieurs, par exemple les dividendes ou la taxe holding ou la... Eh ben nous on va proposer, on va vous répondre. Nous on propose de financer par la taxe Zuckman qui entre 15 et 20 milliards, je veux pas qu'on discute des chiffres parce que c'est pas très important. Mais de ceux qui ont déjà énormément trop. Non mais de ceux qui ont déjà énormément trop, vous savez, de ceux qui gagnent plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. C'est pas qu'ils gagnent, c'est qu'ils possèdent. Exactement. Et vous avez raison. Merci de la précision. Et vous avez raison. Donc leur patrimoine, c'est 500 appartements à 200 000 euros. Ce dont on parle. Oui, mais c'est des usines, ce patrimoine. Où des gens travaillent. Alors, pour ceux qui ont des usines, et vous savez quoi? L'avenir de notre pays est l'ingénierie. C'est aussi que l'État, s'il n'y a pas de liquidité pour payer les impôts, se paye en actions. Mais bien sûr. Nationalise donc. Alors à 2%, hein, c'est très raisonnable. Hein, mais 2% chaque année. Mais par contre, nos bijoux industriels et technologiques, qui soient co-aidés par l'État, pourquoi pas? Et surtout, vous savez pourquoi? Aujourd'hui, il y a 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises privées. De fait, quelque part, exactement, 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises privées. D'ores et déjà, le Sénat, vous avez vu la majorité du Sénat, d'ores et déjà, les 211 milliards d'euros, quelque part, l'État, donc nous, on est un peu actionnaire de toutes les entreprises. Donc ce qu'on propose, c'est de réguler pour vivre correctement, pas de budget d'austérité, un budget de progrès social et revenir sur la réforme des retraites. Bien souvent, on prend l'exemple dans la crise qu'on traverse de l'Espagne. L'Espagne, dont vous savez qu'elle fonctionne sans budget depuis 2023 et à la tête de laquelle on trouve Pedro Sánchez, Premier ministre socialiste. Vous êtes syndicaliste. Est-ce que vous discutez donc avec vos camarades syndicalistes espagnols qui travaillent de l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite, qui là-bas n'est plus un tabou? On part à 67 ans. Est-ce que vous échangez sur des pistes pour comprendre comment eux fonctionnent et comment on ne fonctionne pas? C'est un double bon exemple. Le premier, c'est un bon exemple parce que justement, il y a la question du temps de travail, puisque Monsieur Barbier le citait, qui est sur la table pour travailler moins, pour travailler toutes et tous. Et donc, nos camarades espagnols, puisque c'était votre formule, des deux syndicats majoritaires en Espagne, vont gagner une loi qui diminue aujourd'hui le temps de travail. C'est-à-dire qu'en Europe, dans un pays industrialisé, on va diminuer le temps de travail. Et le deuxième élément, sur l'âge de la retraite, vous savez, c'est pour ça que les plateaux en Espagne, il faut quand même. Je sais très bien. En Espagne, il y a deux discussions. Il y a l'âge de départ et le nombre d'annuités. Et donc, en France, il y a les deux questions. Annuité et âge de départ. En Espagne, il n'y a que l'âge de départ. Et les Espagnols partent plus tôt parce qu'ils n'ont pas une décote liée aux annuités. Donc, en Espagne, c'est plus favorable. En plus, ils vont travailler moins pour travailler toutes et tous. Et surtout, plutôt que faire la politique de l'offre qui donne de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin, aux grandes entreprises et aux plus fortunés, c'est la politique de la relance. Vous savez ce que me disent les chefs d'entreprise? Parce que on discute avec les chefs d'entreprise. Ils me disent, ce qui me manque, c'est le carnet de commandes. En France, quand 55% du PIB est lié à la consommation, augmenter les salaires, c'est relancer l'économie par la relance des carnets de commandes.